RCN. Le son de la différence. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire de Pierre Gasly. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans la Maison des Sports. Je suis très heureux de vous accueillir pour un nouveau rendez-vous sport. On va parler de sport pendant 1 heure comme d'habitude, chaque vendredi de 18h à 19h. Et c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau pour cette édition un petit peu particulière. Nous ne sommes pas avec Daniel Michel, mais avec mon gars Samir. Comment ça va, Samir? Ça va et toi? Ça va super, frérot. On va parler de foot pendant 1 heure. Donc édition spéciale aujourd'hui, comme je viens de le dire. On va parler essentiellement de football parce qu'on est entre fans de ballon rond et ça fait plaisir de revenir sur des éléments de football. Et puis on a eu pas mal de choses qui se sont passées ces derniers temps et pas mal de choses qui vont venir également, notamment la Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations qui s'est donc achevée la semaine dernière par une victoire du Sénégal. Il s'est passé énormément de choses durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc on se retrouve désormais pour faire un peu un bilan de cette CAN et revenir sur les points essentiels. Alors je vais directement commencer, on va pas tergiverser, on va rentrer dans le plat directement et je vais me tourner vers toi, Samir, pour que tu me fasses un petit peu un premier regard, une espèce de conclusion, un petit bilan de cette CAN selon toi. Qu'est-ce que tu as pensé de la compète, de l'organisation, du niveau de jeu qui a été proposé? Raconte-moi tout. Ok, alors dans les phases de poule, au début niveau organisation tout ça, moi j'ai trouvé ça très compliqué, genre avec tout ce qui était les scandales arbitraux, tout ça, même l'organisation des matchs, les terrains et tout. Au début franchement c'était très poussif, mais au fil, une fois qu'il y avait les phases d'élimination directe, franchement ça s'est calmé et on a pu assister plus vraiment au foot tout ça. Mais ouais, sinon genre le Sénégal a mérité la victoire. Les équipes, il y a eu des surprises, il y a eu des déceptions. Franchement, en globalité, j'ai trouvé que la compétition, elle était assez bien en globalité. C'est bien déroulé. Ouais, c'est bien déroulé. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai un bon sentiment sur quand je regarde la CAN déjà parce que je trouve que malgré tout, sur les éditions précédentes, on a une ascension du football africain. Je trouve que c'est davantage médiatisé, on en parle plus, tu vois. Bon alors je vais parler des réseaux sociaux. Avant, il y avait pas les réseaux sociaux, c'est sûr, pour couvrir la Coupe d'Afrique des Nations, mais tu sais, on a des arcs sur Twitter ou sur Instagram. Mais là, il y avait vraiment un arc Coupe d'Afrique des Nations, chose qui n'était pas le cas auparavement. Je trouve également que en termes de football, ça s'améliore. Les nations sont de plus en plus talentueuses. Les joueurs également en club ont davantage de volonté à quitter leur club pour aller représenter leur pays en Coupe d'Afrique des Nations, donc ce qui fait qu'on a généralement les plus grands noms africains qui sont présents, donc ça c'est plutôt notable. Donc sur le point de vue de l'image du football africain, je pense que elle a peut-être pris un coup au début avec l'organisation, dommage, au niveau des terrains, comme t'en as parlé, terrains catastrophiques, au niveau, la pandémie a pas aidé parce que du coup l'édition elle devait se faire en 2021, au final elle a eu lieu en 2022. Et puis le Cameroun accueillait pour la deuxième fois dans son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. La première fois c'était en 72. Pour toutes ces raisons-là, donc du coup au début on avait un regard mitigé, mais au final je suis d'accord avec toi. Lorsqu'on a atteint les phases finales, on s'est concentré sur le football. On a eu des nations qui jouaient bien et donc on a un petit peu oublié toutes les déboires extra sportifs, on va dire. C'est vrai. Alors, voilà ce qui est fait un petit peu pour le bilan. Forcément, on va revenir maintenant sur des faits concrets et j'aimerais qu'on commence par des joueurs. Alors, avant que je te fasse le 11 type de la compétition et qu'on parle forcément du meilleur joueur Sadio Mané, du meilleur buteur Vincent Aboubakar, est-ce que toi t'as des noms comme ça qui t'ont marqué pendant la CAN et que t'as envie de sortir? Moi déjà en tant que supporter marocain, je vais commencer par 2 noms en particulier. Je vais pas te mentir, je pense qu'on sait très bien qui c'est Achraf Hakimi et Sofiane Bouffal, parce que vraiment leur compétition était incroyable. Sinon hors joueur marocain, pour moi il y avait Mohamed Salah, il m'a vraiment marqué, face au Maroc, c'est sûr. Mais Sadio Mané, oui, Aboubakar, en vrai, c'est surtout même y a un joueur qui m'a marqué, c'était le gardien remplaçant de l'Égypte, Gabaski, il me semble. Lui vraiment de base, il était même pas titulaire. Et franchement, quand il est rentré dans la compétition, il a fait une compétition incroyable. Et en plus, ils étaient à chaque fois au tir au but. Exactement, c'est pour ça. L'Égypte avait besoin de lui, t'as raison. Achraf Hakimi, t'en as parlé, il est dans le 11 type. Je vais faire le 11 type du coup. Au poste de gardien de but, on retrouve Edouard Mendy, du coup gardien sénégalais, portier sénégalais. Je pense que c'est le meilleur gardien africain au monde. T'es d'accord avec ce choix, toi, de le mettre en gardien titulaire du 11 type? En vrai, c'est compréhensible parce qu'il a gagné la CAN, il a fait une bonne compétition et actuellement c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Mais c'est vrai qu'il était en concurrence avec le gardien égyptien, je pense. Mais en fait, je pense que ce qui a basculé, c'est que le gardien remplaçant Gabaski, il a pas joué depuis le début de la compétition.
il a pas fait tous les matchs. Il a pas joué tous les matchs et puis au final on se retrouve quand même en finale sur un truc qui peut le déterminer, c'est tir au but, tu vois. C'est sûr aussi, un gardien face à l'autre, du coup il y en a un qui remporte le truc. Donc moi je trouve que c'est plutôt logique de mettre Edouard Mendy, d'autant plus que c'est un nom qui va à mon avis plus résonner que le portier égyptien, tu vois, lui qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, etc. En défense, du coup, on retrouve Achraf Hakimi avec le Maroc. T'en as parlé de son excellente compétition, des coups francs incroyables. Je trouve qu'avec le PSG, il a fait un excellent début de saison. Ensuite, il a eu une petite période de flottement et là, il est revenu fort grâce à la CAN où j'ai l'impression qu'il a regagné confiance et le Maroc ça lui a vraiment fait du bien, je pense, et il va revenir à mon avis couteau entre les dents, je pense. Ouais, c'est sûr que là, il a fait une sacrée compétition, il a été décisif à 2 reprises et à chaque fois c'était incroyable. Voilà, donc je pense que là il a bien regagné confiance. D'ailleurs, ça a parlé des coups francs, je me rappelle en interview, il dit maintenant je vais prendre les coups francs à Mbappé, franchement c'est intéressant à voir, mais c'est une vraie technique sur le coup franc, il faut pas le négliger. Dans les 3 autres défenseurs qui l'accompagnent, on a Abdelmonem en Égypte, on a Edmond Tapsoba au Burkina Faso et Saliou Ciss au Sénégal. Des objections? Est-ce que tu confirmes ces noms? Est-ce que t'as des trucs particuliers à dire sur ces blazes? Moi, je trouve que Saliou Ciss au Sénégal, ça c'est clairement Nancéen, ça fait plaisir du coup d'avoir un Nancéen dans le 11 type. Et puis Abdelmanem de l'Égypte et Edmond Tapsoba au Burkina Faso. Je vais pas te mentir, moi je les connais pas trop, j'ai pas trop vu leur compète. Moi, le défenseur égyptien, je l'ai vu. Franchement, déjà l'Égypte sont arrivés en finale, tout ça, donc je pense que c'est grâce à en partie à lui. Il a fait franchement, il a fait une sacrée compétition. Après le joueur burkinabé, je vais pas te mentir, j'ai pas grand chose à dire. Mais sinon pour Saliou Ciss et Abdelmonem, franchement, je trouve que c'est assez mérité. Au milieu, on se retrouve avec Nampalys Mendy du Sénégal. Moi, je trouve totalement mérité. Il était un cœur du milieu, poumon sénégalais tout au long de la compétition. Mohamed El Neni en Égypte, qui a également été très bon. On se parle souvent de Mohamed Salah. Bon, faut pas oublier Mohamed El Neni, un ancien joueur d'Arsenal qui est toujours très bon. Et Touré au Burkina Faso, pareil, le milieu. T'estimes qu'il devrait y avoir d'autres joueurs selon toi? Moi, je vais pas te mentir, El Neni, il a fait une bonne compétition, mais moi, son comportement, je l'ai trouvé insupportable pendant la CAN. Surtout, moi, je vais surtout me focaliser sur le match contre le Maroc, mais on l'a vu aussi contre le Sénégal, clairement. Franchement, son comportement, j'ai pas aimé. Il était tout le temps, on aurait dit, il était frustré, il était hystérique, je sais pas comment dire, mais c'est sûr que niveau footballistique, il a fait le taf, mais niveau comportement, j'ai vraiment pas apprécié. De toute façon, on reviendra sur l'Égypte et sur les attitudes qui ont souvent fait parler, et notamment aussi la manière dont ils sont arrivés en finale par des matchs à chaque fois très très compliqués, tout le temps prolongation, tir au but. On reparlera de tout ça et en attaque, je pense que le trio d'attaque est indiscutable. On a Mohamed Salah, compétition exceptionnelle avec l'Égypte qui a parfaitement représenté son pays. Sadio Mané, meilleur joueur de la compétition, et puis Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la compétition. Je pense qu'on a aucun nom à redire sur le trio d'attaque. Non, c'est clairement mérité. Quand on voit les deux joueurs de Liverpool, Mané et Salah, franchement c'est vraiment mérité. Aboubakar, meilleur buteur de la CAN, il a fait une sacrée compétition, donc franchement non, rien à redire sur le trio d'attaque. Rien à redire. Est-ce que en tant que Marocain, t'aurais espéré voir peut-être un petit Sofiane Boufal? Je voyais, il y avait des rumeurs comme quoi il y allait être, mais non, au final non. Mais franchement, quand on voit la concurrence qu'il y a eu. Niveau joueur, franchement, c'est compréhensible qu'il y soit pas. Si le Maroc était allé plus loin, je pense qu'il aurait pu être dans le 11, mais là... Je suis d'accord avec toi, Sofiane Boufal aurait pu, à mon avis, rejoindre le trio d'attaque, mais tu vois, t'as le prisme du fait qu'il soit éliminé en quart de finale, qu'il ait marqué que 3 buts, et puis pour moi le trio, il est trop resplendissant pour pouvoir en retirer un. Voilà, en termes de buts, du coup, on a Vincent Aboubakar à 8 buts, meilleur buteur de la compétition. On a derrière un deuxième Camerounais, c'est Karl Toko Ekambi, qui a 5 buts, et puis derrière on a Sofiane Boufal à 3 buts, Sadio Mané à 3 buts, Mohamed Salah à 3 buts. En termes de buteurs, on a été gâté avec une attaque camerounaise au top du top, avec 2 des meilleurs buteurs exceptionnels. Franchement, Aboubakar 8 buts, c'est incroyable quand même. En 7 matchs. En 7 matchs, 8 buts en compétition officielle, c'est vraiment exceptionnel. C'est très rare sur des compétitions internationales de voir des joueurs scorer autant, et il a été très prolifique et voilà, c'était en plus assez intéressant à voir parce qu'il était chez lui. Donc à chaque fois qu'il marquait un but, il y avait une ampleur, une euphorie, voilà, c'est ça, et voilà. Donc pour le moment, on a parlé des joueurs et de l'état un petit peu de la compétition. On se retrouve dans un instant pour parler cette fois-ci de nos déceptions et puis après de nos satisfactions. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté.
Et après avoir fait un petit bilan rapide de la CAN, j'aimerais désormais maintenant qu'on se concentre sur les déceptions qui ont marqué cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors on en a touché un petit mot au tout début. D'abord, moi, un petit point sur le Covid. Je trouve que la polémique qui a été faite sur le Cameroun et sur les tests Covid, trafic, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, c'est vrai que ça paraissait louche un peu. Ça paraît louche et donc il y a de quoi se poser des questions. Malheureusement, j'ai pas envie qu'on fasse un débat essentiellement là-dessus parce que voilà, c'est pas le terrain et tout ça, mais n'empêche que c'est louche et que bon, même si Samuel Eto'o a dit que il préférait gagner il préférait perdre plutôt que de gagner en trichant et que jamais de sa vie il ferait ça, lui qui est président maintenant de la fédération football, de la fédération camerounaise de football, et ben voilà, quand même ça paraît quand même un peu bizarre. Sur les terrains également, donc il y a notamment le stade Japoma de Douala qui était la cible principale, qui a été le terrain de beaucoup de matchs de l'Algérie. Terrain catastrophique, terrain était vraiment désastreux. Terrain de national, franchement, on dirait que c'est que personne ne prend soin du terrain. Vraiment, et donc on peut pas espérer pratiquer un football de haut niveau d'une compétition internationale dans des conditions pareilles. Et puis un autre truc aussi qui a marqué, qui est de leur terrain et qui est forcément une déception, c'est cet accident lors du match Cameroun-Comores où une porte au virage sud a été ouverte 1 heure avant le début du match, et donc il y a eu un peu la bronca, tout le monde s'est marché dessus, il y a eu des personnes qui sont mortes, dont un enfant de 6 ans, et ça malheureusement on va pas en parler pendant 1 heure, mais c'est une très triste nouvelle, et ça contribue un peu à ces déceptions. Maintenant, si on parle football, si on parle terrain, alors on a parlé des terrains de l'Algérie. Parlons de l'Algérie en elle-même. L'Algérie qui du coup est éliminée en phase de poule, dans une phase de poule avec, si je me trompe pas, du coup le Sierra Leone. C'est ça. Et j'ai plus Guinée équatoriale et la Gambie. Je sais plus. Attends. Algérie, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale et Sierra Leone. Voilà. Côte d'Ivoire. Défaite contre la Côte d'Ivoire 3-1, défaite contre la Guinée 1-0 et 0-0 contre le Sierra Leone. Un seul but marqué dans cette compétition pour l'Algérie. Les Fennecs qui sont éliminés très tôt. Donne-moi ton ressenti sur l'Algérie. Pour moi, c'était vraiment une compétition catastrophique de l'Algérie parce que, ok, on peut prendre en compte le terrain, mais franchement, c'est pas ce qui rentre en premier en compte. Vraiment leur compétition. Je pense que en fait ils avaient trop de pression du fait que ils étaient champions d'Afrique en titre et qu'ils étaient sur une série d'invincibilité de 35 matchs. Enfin, ils sont arrivés jusqu'à 35 matchs et je pense que ça leur a mis une pression incroyable. Ils avaient une pression incroyable sur les épaules des joueurs et du coup, je pense que ça a beaucoup joué sur le mental. Genre. Ouais, je pense que ça a beaucoup joué aussi sur la manière dont ils abordent la compétition, c'est sûr, parce que normalement ils sont censés l'attaquer en mort de faim. C'est ça. Pour avoir un deuxième titre d'affilée, et au final, je pense que le fait de se dire on est déjà gagnant, il faut qu'on fasse encore mieux. C'est ça. À mon avis, ils attaquent dans une prédisposition mentale qui n'est pas bonne. C'est sûr. Et ils ont une espèce de pression justement qu'ils arrivent pas à gérer. Moi, là où j'ai envie de sauter directement, même si c'est pas forcément le premier boulon qu'il faut mettre en évidence, c'est Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, pour moi, est un joueur de Manchester City. Il était en finale de Ligue des Champions la saison passée. Il a gagné la première ligue avec Leicester, avec Manchester City à de nombreuses reprises. C'est un joueur de grand rendez-vous. Dans ce genre de physionomie justement où son équipe est attendue, pour moi c'est lui qui doit se comporter en tant que leader et sortir un petit peu des sentiers, c'est-à-dire que quand ils se prennent une première défaite contre la Guinée et puis ensuite que ça fait nul contre Sierra Leone, il doit y avoir quelqu'un qui tape du poing sur la table et qui remotive les troupes. Et Riyad Mahrez le fait pas. Ouais, j'ai vu beaucoup d'Algériens dire que Riyad Mahrez effectivement c'était le leader technique de l'équipe, mais c'était pas le leader du vestiaire de l'équipe. C'est le meilleur joueur sur le terrain, il est vrai, mais en tant que capitaine, il a pas les épaules. En tout cas, sur cette compétition, il a pas eu les épaules nécessaires pour diriger l'équipe entre guillemets. Chose qu'il avait faite l'année précédente. En 2019. En 2019. J'oublie parce qu'il y a la pandémie, mais chose qu'il avait faite l'édition d'avant où on se rappelle de ce coup franc exceptionnel à la dernière minute. Et puis moi j'ai le sentiment, tu vois, même si à Manchester City justement il y a beaucoup cet aspect de leader technique où il est pas forcément celui qui, parce qu'il manque un peu de leader, de vrai capitaine à Manchester City. Je trouvais que en Algérie, Riyad Mahrez il accomplissait ce rôle, tu vois, où il discutait beaucoup avec ses coéquipiers, il était justement, mais en effet il y a pas ce truc de peut-être qu'il a pas la voix nécessaire pour en gros dire toi tu fais pas ton boulot, il faut qu'on se on voyait dans les matchs il s'agaçait vite, sa communication corporelle elle était son body language il était frustré, ça se voyait, donc franchement c'était
c'était pas sa compétition, on va dire. Et à côté, du coup, on a des joueurs comme Fegouli, comme Brahimi qui a même pas tellement joué Brahimi dans cette compétition. Raïs Mboli au but qui était aussi pas exceptionnel. Au final, personne n'a vraiment rempli son rôle du côté algérien. Et du coup, l'élimination n'est pas tellement surprenante parce que dans la physionomie des matchs, ils étaient à chaque fois dominés. Et donc élimination au premier tour. Est-ce que tu penses que l'Algérie saura rebondir de cet échec et à la prochaine CAN et dans les prochaines compétitions? On sait qu'ils sont au barrage pour la Coupe du Monde là. Ouais, bah je pense qu'ils vont quand même rebondir, mais j'espère que ça va pas entacher ça sur leur barrage à la Coupe du Monde. Mais je pense et j'espère qu'ils vont rebondir parce que c'est quand même une grande nation et ça serait dommage qu'ils restent sur cette désillusion. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu penses que il y aura des changements d'effectifs qui seront faits, que Fegouli, Brahimi, nanana, est-ce que tu penses que ça va bouger l'effectif ou globalement ça va rester la même chose? Je sais pas. À mon avis, ça m'étonnerait. À mon avis, il va rester sur les mêmes cadres, etc. Je pense aussi en réalité, c'est peut-être que c'est une vraie désillusion, mais peut-être que c'est seule désillusion, c'est trop tôt c'est peut-être trop hâtif de sonner l'alarme et d'éclater l'effectif. En tout cas, on suivra bien évidemment l'Algérie de près. Dans les autres déceptions, en un mot comme ça, je sais pas si tu veux me parler du Ghana. Moi, je trouve quand même que le Ghana, avec André Ayew, Jordan Ayew, etc., c'est une équipe qu'on a l'habitude de voir, en phase finale. Pour le coup, éliminé au premier tour. Ils ont rien fait le Ghana dans cette compétition. T'as un mot à dire sur le Ghana? Bah ouais, franchement, le Ghana aussi, c'est catastrophique. Et moi, j'ai regardé le match Maroc-Ghana. Franchement, le match au début était assez serré, etc. Mais on voyait que, je sais pas, au final, défaite du Ghana, défaite contre les Comores, surprenante, personne s'y attendait. Et non, franchement, le Ghana catastrophique. Ghana catastrophique. Et puis, je sais que là, je vais te parler de quelque chose qui tient à cœur en tant que supporter marocain. Parlons d'Hakim Ziyech, qui du coup est pour moi, lorsque t'attends la Coupe d'Afrique des Nations, t'attends les plus grands joueurs africains. Donc il y a bien sûr Sadio Mané, bien sûr Mohamed Salah, bien sûr Riyad Mahrez. Dans ces noms-là, il y a Hakim Ziyech évidemment, et il est pas appelé au Maroc. Toi, en tant que Marocain, je pense que t'as une place toute particulière pour parler de ça. Explique-moi ce que t'as ressenti par rapport à Ziyech. Bah déjà, il est plus sélectionné depuis juin 2021, il me semble. Pour une histoire interne, on sait même pas trop les termes, etc. Mais oui, quand c'est sûr que en tant que supporter marocain, quand tu vois que Hakim Ziyech n'est pas sélectionné alors que c'est l'un de tes meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur, exactement. Franchement, c'est sûr que c'est frustrant parce que quand tu te dis que tu te prives d'un joueur comme ça et qu'à la place il y a des joueurs qui, on va pas dire qu'ils ont pas leur place, mais beaucoup moins technique, beaucoup moins fort, beaucoup moins. En tout cas, c'est sûr que c'est très frustrant, surtout que l'histoire n'est pas claire, elle est très floue et franchement c'est frustrant. L'histoire est pas claire, très floue. Je pense que ça entraîne énormément de frustration de côté marocain, énormément de frustration, côté supporter marocain, énormément de frustration côté collectif marocain aussi, je pense, parce que on a des joueurs qui connaissent Hakim Ziyech, qui s'entendent bien avec lui. D'un coup, ils se retrouvent séparés d'un de leurs leaders techniques. C'est bizarre. Et puis aussi beaucoup de frustration du côté d'Hakim Ziyech, qui lui doit vouloir, à mon avis, disputer cette Coupe d'Afrique des Nations et représenter son pays. Donc au final, une situation qui ne fait que des malheureux, à part le sélectionneur marocain qui du coup lui se dit qu'il a raison et qui est plutôt borné et qui doit se tenir tranquille dans son canapé en s'en foutant des sentiments des supporters marocains. mais cela dit, le Hakim Ziyech a beau faire partie des déceptions, sa non-sélection a beau faire partie des déceptions, le Maroc fait partie des satisfactions et ça tombe bien parce que les satisfactions, on en parle juste dans un instant. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et après avoir parlé des déceptions de la Coupe d'Afrique des Nations, j'aimerais maintenant qu'on parle de quelque chose d'un petit peu plus joyeux, à savoir les satisfactions. Et je vais tout de suite te lancer sur le Maroc. Maroc qui certes a perdu en quart de finale, mais qui perd face à l'Égypte, le finaliste. En plus en prolongation, sur un scénario assez triste. Sinon, à part ça, vous faites pour moi une compétition magnifique, notamment au début. C'est-à-dire vous gagnez contre le Comore aisément, contre le Ghana aisément, et il me semble vous perdez après non, 2-2 contre le Gabon. 2-2 contre le Gabon. Donc un sans faute en phase de poule. Ensuite, en huitième de finale, tu remportes assez aisément pareil ton match de phase finale, et en quart de finale, du coup, tu te retrouves contre l'Égypte où tu butes. Mais à part ce petit accro, et encore pour moi, vous méritez la qualification contre l'Égypte, vous dominez l'Égypte. À part ça, une belle compétition. Ouais, c'est sûr que c'était quand même une assez belle compétition. Enfin, une victoire en phase finale. Il me semble depuis 2004, le Maroc, il n'avait pas gagné un match en Coupe d'Afrique en phase finale. En phase finale, ouais. En match à élimination directe, il n'avait pas gagné depuis 2004.
C'est sûr, c'était contre la Malawi, d'accord. C'est pas une grande nation du foot, mais franchement, il y a eu stress un petit peu parce qu'ils ouvrent le score. Ouais, ils ouvrent le score, mais le but, il est incroyable. Je vais pas te mentir, moi j'ai l'impression que le joueur il tire au hasard. Mais en tout cas, non, le but est magnifique, il y a rien à redire. Après, bon, de toute façon, Hakim Ziyech, non. Achraf Hakimi, pardon. Ouais. Mais ça aurait pu être Ziyech, hein, on sait jamais. Ça aurait pu. Hakimi met un coup franc magnifique après, donc. Pour donner l'avantage en seconde période. Mais ouais, période. c'est sûr que, en tout cas, la compétition du Maroc était assez bien, quoi. Mais moi, je vais pas te mentir, à un moment, j'ai vraiment cru que le Maroc pouvait aller au bout. Malheureusement, avant le match contre l'Égypte, moi j'étais confiant, je pensais vraiment que le Maroc allait passer, mais bon, comme on a vu, on ouvre le score, on perd 2-1 en prolongation, c'est triste, mais c'est sûr qu'au moins ça donne au moins un espoir pour la suite, et j'espère qu'ils vont se qualifier au barrage de la Coupe du Monde contre le Congo, mais en tout cas, au moins cette compétition, il donne un espoir pour la suite et malgré la défaite encore. Il donne clairement un espoir. On va parler tout à l'heure de la suite. Pour rester un petit peu sur le Maroc, je sais qu'il y a une chose qui t'a fortement énervé sur le match contre l'Égypte. Sofiane Bouffal ouvre le score. Ouais. On a Mohamed Salah qui égalise en seconde période et ensuite on a Sofiane Bouffal qui sort. Qui est sorti à la 60e minute alors que c'est probablement le meilleur joueur du match et qu'il est en forme. Je sais que ce choix t'a beaucoup contrarié. Est-ce que tu penses que si tu refais les choses différemment, ça peut se passer autrement dans un autre scénario? Clairement, sur le match, pour moi, la défaite, c'est à cause de Vaïd, parce que franchement, ces choix, je les ai pas compris. Quand j'ai vu qu'à la 60e à peu près, c'était Bouffal qui sortait, mais je me suis dit... C'est ça, il sort à la 66e, Bouffal pour Raimi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que Bouffal, sur ce match, c'est le genre de joueur qui peut être décisif et qui, justement, dont on a besoin pour ce genre de match. À tout moment, il peut faire une folie et ouvrir et marquer un autre but, on sait jamais. Ouais. En tout cas, non, j'ai vraiment pas compris ses choix. Mais pour moi, ouais, la défaite, elle était vraiment à cause de Vaïd, parce que sortir Bouffal à la 60e, pour moi, c'était clairement une erreur. Il a dit qu'il était fatigué, etc. D'accord, je peux le concevoir. Mais t'es en quart de finale de la CAN contre l'Égypte. Franchement, tu peux pas te permettre de sortir un joueur comme ça aussitôt. D'autant que pour moi, ça envoie un vrai message négatif à ton groupe. C'est-à-dire que Sofiane Bouffal sort à la 66e, le but de Salah vient à la 56e minute. 10 minutes plus tard, tu sors le meilleur joueur du match. Pour moi, c'était en train de dire... On vient de se prendre un but, on fait une solution de repli. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, t'étais pas dans un truc de réaction. Oh les gars, du coup, on vient de se prendre un but, faut aller marquer le deuxième but. Ouais. Tu vois. En plus, moi j'ai vu sur le banc, on voyait Bouffal, il était impuissant, il était frustré d'être sorti. Ça se voyait. Il voulait aider l'équipe, mais il pouvait rien faire vu qu'il Vaïd l'a sorti. Donc, en tout cas, ouais, ça c'était encore plus frustrant. Ça se voyait qu'il voulait se donner pour l'équipe. Vraiment frustrant. Est-ce que du coup, t'as parlé tout à l'heure de l'espoir que ça donnait. Du coup, malgré ce petit affront, ce petit accroc contre le Maroc, contre l'Égypte, le Maroc a quand même fait une belle compétition et assez encourageante pour la suite. Est-ce que t'abordes du coup les barrages de la Coupe du Monde face au Congo en étant confiant? Et est-ce que tu te dis que la CAN, ça viendra pour bientôt aussi? Moi, je me dis que normalement, sur le papier, le Maroc devrait largement battre le Congo sur cette double confrontation, sachant que le Congo n'était même pas qualifié à la Coupe d'Afrique cette année. Pour moi, normalement, sur le papier, peu importe les situations externes, etc., le Maroc doit l'emporter. Pour moi, c'est une évidence. Et s'il ne le remporte pas, pour moi, c'est clairement une grosse erreur. Et une faute professionnelle, clairement. Okay. Je suis d'accord. On verra. Alors, je sais pas si je parlerai de faute professionnelle, mais en tout cas une désillusion très très grave. C'est sûr qu'en plus le Maroc, ils ont fait la dernière Coupe du Monde. Et il me semble, ils étaient bons en 2018. Je crois que d'ailleurs ils gagnent un match contre une grosse équipe, contre le Portugal, il me semble. Non, en fait, ils avaient fait 2-2 contre l'Espagne et ils avaient clairement dominé le match contre l'Espagne. C'est ça. Et ils font un très très gros match. Donc on espère les revoir en Coupe du Monde. En plus, on sait que les nations africaines sont toujours très fortes généralement en Coupe du Monde. Je pense à l'Algérie notamment en 2014, au Ghana également en 2014, au 2010, c'est vrai qu'ils se fait éliminer par l'Uruguay en effet. Enfin voilà, c'est tout pour le Maroc. J'aimerais qu'on parle un peu du Cameroun. Cameroun premier de sa poule, qui est déjà Cameroun pays hôte. Alors même si l'organisation de la coupe nous a un petit peu déçus. Au niveau footballistique, le Cameroun était présent. Premier de poule du coup dans sa poule face au Burkina Faso, Cap-Vert et Éthiopie. Poule assez facile. Ils l'ont bien géré. Ensuite, tu te retrouves face aux Comores en 8e. Les Comores qui étaient un petit peu la révélation de cette compétition après la victoire 3-2, et ils se qualifient, etc. Donc
pas facile à apprendre, mais au final tu te qualifies tranquille contre les Comores, tu affrontes la Gambie en quart et tu retrouves l'Égypte en demi-finale et tu perds au tir au but. Scénario assez triste de perdre au tir au but pour le pays hôte, mais le Cameroun, je pense qu'on retiendra surtout cette magnifique compétition, même si à la fin ils vont pas au bout. Ouais, le Cameroun, ils ont fait une belle compétition, c'est vrai. C'est sûr qu'ils ont pas affronté les meilleures équipes avant d'affronter l'Égypte, mais franchement une assez belle compétition, surtout de Vincent Aboubakar, 8 buts marqués, c'est incroyable. Après, c'est sûr que contre le match contre les Comores, les Comores, ils avaient un joueur de chance dans les cages. Il y avait des scandales externes comme quoi ils pouvaient trafiquer les tests, etc. Mais sans prendre ça en compte, c'est sûr que le Cameroun a quand même fait une belle compétition. C'est dommage d'avoir perdu contre les tirs au but. Séance d'ailleurs catastrophique du Cameroun. Catastrophique du Cameroun. Clairement, ouais, vraiment catastrophique. Moi, je retiens surtout le dernier de Clinton Ng. Ouais. Mais le penalty est catastrophique. Clinton Ng qui était déjà resté dans les annales sous le maillot de Marseille lorsqu'il envoie en finale d'Europa League cet extérieur dans les tribunes et qui réitère un petit peu en faisant un penalty catastrophique. Malgré tout ça, du coup, je pense que le Cameroun restera dans les mémoires, notamment pour son duo de buteurs, Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi, 13 buts à 2. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il y a des équipes qui ont même pas marqué 10 buts dans cette CAN. Donc, d'ailleurs, je pense à l'Algérie qu'on a marqué 1. Le Cameroun en a marqué 13 à 2 joueurs. Donc c'est sensationnel. Et donc pour moi le Cameroun fait vraiment partie de ses satisfactions. Dans les autres satisfactions, pour moi on a l'Égypte et bien évidemment le Sénégal dont on va parler dans un instant sur RCN. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Alors après avoir parlé des satisfactions dont le Cameroun et le Maroc de cette Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun, du coup on parlait en off de cette série de tirs au but catastrophique avec Clinton Ng qui faisait n'importe quoi, le joueur précédent avec un seul pas d'élan et Vincent Aboubakar qui était le seul finalement à marquer ce penalty sur les tirs au but. On parle de tirs au but, il y a une nation qui a particulièrement performé sur les tirs au but, c'est l'Égypte. Alors je sais qu'ils sont beaucoup décriés notamment pour avoir justement atteint cette finale uniquement par des matchs où ça va en prolongation ou en tir au but à la fin. Ils ont été très chanceux selon la plupart des observateurs. Néanmoins, quel regard tu portes sur la compétition de l'Égypte? Ils ont été deuxième de leur poule derrière le Nigeria. Ensuite, ils retrouvent la Côte d'Ivoire en 8e, ça gagne au tir au but. Prolongation contre le Maroc en quart, on en a parlé tout à l'heure, avec un Mohamed Salah héroïque qui fait la passe très aiguë et pour ce but qualificateur. Contre le Cameroun en demi-finale au tir au but à nouveau. Et puis ça perd au final une certaine logique. Ils ont gagné toute la compétition sur les tirs au but. Ils perdent au tir au but contre le Sénégal. T'en as pensé quoi de la compète de l'Égypte? Non, franchement, l'Égypte, belle compétition quand même, parce que quand tu penses éliminer en 8e la Côte d'Ivoire, en quart le Maroc, en demi le Cameroun, 3 grosses équipes africaines, franchement c'est quand même, ils ont quand même eu un sacré parcours et franchement du coup on peut pas nier la belle compétition qu'ils ont fait. Après c'est sûr que sur le terrain, bon, on peut pas, sur les matchs, c'était peut-être pas l'équipe qui méritait de gagner à chaque fois. Mais franchement, quand tu vois le parcours qu'ils ont fait, quand même bonne compétition. Après, c'est sûr que ils sont à chaque fois allés en prolongation, penalty, etc. la plupart du temps. Mais belle compétition, on ne peut pas le nier. Ça me fait penser un petit peu, alors ça a rien à voir, mais ça me fait penser un petit peu au Portugal qui gagne l'Euro 2016. Et chaque fois, ça passait les tours en prolongation au tir au but. Est-ce que toi, tu réduis un petit peu leur exploit, le fait qu'ils aient atteint les finales, dû au fait que ce soit à chaque fois par des tirs au but ou par de la prolongation? Est-ce que t'as un petit peu cet aspect de tir au but égale loterie, et donc du coup ils ont gagné à la loterie quoi, et du coup tu vois un peu moins l'Égypte fort comme tu devrais le voir? Non, pour moi, franchement, les tirs au but, on peut pas dire ça comme une loterie, parce que quand on voit le taf exceptionnel du gardien Gabaski, il me semble, il s'appelle comme ça, enfin son surnom. Franchement, je pense que ça aurait été un autre gardien, peut-être ils auraient pas atteint la finale, etc. C'est bien ça, c'est Gabaski. C'est ça. Mais du coup, non, franchement, je pense que quand même, malgré le fait qu'il soit à chaque fois là en prolongation, penalty la plupart du temps, franchement, on peut pas réduire l'exploit d'arriver en finale, parce que c'est quand même une grande nation du foot africain. Ils ont gagné 7 fois la CAN, donc non, franchement, on peut pas réduire la performance. Moi, je suis d'accord avec toi. Et puis, à tous les médisants qui disent que les tirs au but ne sont qu'une loterie, moi, je trouve que c'est extrêmement réducteur pour tous les joueurs qui prennent leur courage à deux mains et osent du coup prendre le ballon pour aller tirer un penalty, parce que dans une compétition comme la CAN, tu représentes ton pays, c'est immense. C'est un stress immense dis-moi. Pour le gardien aussi, genre, c'est extrêmement réducteur pour le gardien.
Et il a des séances d'entraînement sur les pénaltys, etc. C'est une séance de tir au but. Mais d'ailleurs, j'ai vu des débats, ça a amené est-ce que le football devrait revoir son système pour décider des matchs. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place quelque chose de mort subite, une espèce de mort subite, plutôt que des tirs au but qui au final du coup. Moi, je trouve que les tirs au but, ça fait partie du football. Ouais, c'est ça. C'est ancré. Exactement, c'est ancré. Il y a match, prolongation. Si à la fin le score est toujours nul, tir au but et c'est à qui tirera le mieux ses pénaltys. Et l'Égypte a réussi dans ce secteur-là. Et à la fin, ils ont perdu contre le Sénégal sur ça. Donc pour moi, il n'y a pas de frustration ou de choses à revoir. Parlons de Mohamed Salah désormais. Mohamed Salah qui a fait une coupe d'Afrique des Nations exceptionnelle, qui montre encore une fois de plus que c'est un des meilleurs joueurs africains, sûrement le meilleur joueur égyptien de l'histoire, je pense. Je pense bien, oui. Un des meilleurs joueurs africains aussi de l'histoire, sûrement. Franchement, qui est en train de l'atteindre. Est-ce que comment tu vois sa compétition et comment il se place du coup toi dans la hiérarchie des joueurs africains? On sait qu'il y a des légendes comme Eto'o, Drogba, etc. Où tu places Mohamed Salah là-dedans, toi? Franchement, Mohamed Salah, je pense que actuellement c'est le meilleur joueur africain sur terre et l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Franchement, non, compétition exceptionnelle. Moi, je vais encore me baser sur le match contre le Maroc, mais c'est lui qui, sur 2 buts de l'Égypte, il marque le premier but d'égalisateur et il fait la passe décisive pour le but de la victoire. Donc, un but, une passe décisive. Franchement, sur le match, il a été incroyable. Sur le reste de sa compétition, franchement, il a fait le boulot. Il se donne pour son équipe, ça se voit. Puis même, il est très... comment dire, avec ses coéquipiers, il est très compréhensif. Même quand il fait une bonne performance, etc., et que ses coéquipiers ne sont pas vraiment dans le match, il est pas là à être frustré, etc. Justement, il va leur parler et tout. Franchement, on a parlé de Riyad Mahrez tout à l'heure. Là, franchement, pour le coup, Mohamed Salah, c'est vraiment un leader technique et un bon capitaine. De l'équipe. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est d'ailleurs pour ça qu'il porte le brassard et il fédère énormément ça là. Je suis d'accord avec toi, il a ce truc où il rassemble les joueurs autour de lui et j'ai l'impression qu'il insuffle à ses coéquipiers une espèce de sérénité. À savoir on est l'Égypte les gars, tranquille. Vous inquiétez pas. Et au-delà de ça, en plus, il l'assume sur le terrain en étant très très fort. Alors, t'as parlé tout à l'heure, t'as commencé ton propos sur Mohamed Salah en disant qu'il était le meilleur joueur africain actuel. Est-ce que tu penses pas aussi également à Sadio Mané? Ils jouent tous les deux dans la même. Bon, alors il y a Riyad Mahrez, mais bon, sur cette compétition, ils jouent tous les deux dans la même catégorie, je pense. Ils jouent tous les deux dans la même équipe. C'est Sadio Mané qui gagne à la fin. Parlons du Sénégal désormais, mais avant du Sénégal, parlons de Sadio Mané. Sadio Mané, compétition exceptionnelle, meilleur joueur de la compétition. Tu le mets en dessous quand même de Mohamed Salah, toi? Niveau général, je pense je mettrais quand même Mohamed Salah au-dessus. Mais c'est vrai que Sadio Mané, il le talonne de très peu. Enfin, c'est sûr que s'ils jouent dans la même catégorie, les deux joueurs, ils sont vraiment des joueurs incroyables. Donc non, franchement, Sadio Mané, je le mets quand même un peu en dessous de Salah, mais franchement très 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 grand joueur. Très grand joueur qui fait partie également, je pense, des plus grands joueurs sénégalais, comme on a dit de Mohamed Salah, qui faisait partie des plus grands joueurs égyptiens. Alors parlons du gagnant, du coup, le Sénégal, qui a fait une compétition exceptionnelle. Moi, surtout, ce qui me reste en tête, alors pour être honnête, j'ai pas regardé beaucoup de matchs du Sénégal à part la finale. Ce qui me reste en tête, c'est ce penalty manqué de Sadio Mané à la 7e minute. Malgré tout, à la fin, tu vois au tir au but Sadio Mané qui est le penalty libérateur du Sénégal, avec cette cérémonie à la fin et cette parade qui a été exceptionnelle. On a vu des photos de fous malades de tous les Sénégalais. Franchement, je crois que c'est le premier titre de l'histoire du Sénégal. Donc c'est quelque chose de très particulier pour le pays. T'as pensé quoi de la compétition dans son ensemble et du coup du gagnant? C'est sûr que quand tu penses que c'est seulement la première coupe d'Afrique du Sénégal, c'est ahurissant quand même. Parce que c'est quand même une grosse nation. Donc mais non, franchement, le Sénégal, mérite enfin. Ils ont perdu la finale 2019, ils gagnent en 2022. Franchement, je trouve ça beau. Je vais pas te mentir, moi, j'ai regardé le Sénégal, j'ai regardé surtout la finale. Mais c'est sûr que Sadio Mané loupe le penalty à la 7e minute. Il arrive confiant, serein, il marque le but de la victoire. Franchement, c'est incroyable. Je vais pas te mentir, en finale, j'avais un penchant vers le Sénégal parce que pas seulement pour l'élimination du Maroc par l'Égypte, mais parce que je sais pas, j'ai un attachement pour cette équipe parce que c'est quand même une équipe, je trouve qu'elle mérite dans l'ensemble de la compétition. Franchement, ils ont fait le boulot.
Non, franchement, il y a rien à dire. Franchement, Sénégal vainqueur méritant. Sénégal vainqueur méritant. Moi, je suis d'accord avec toi. Ils ont ce truc aussi où tu t'attaches un petit peu à eux. Ouais. Tu vois, tu t'attaches à eux. J'avais aussi cet aspect-là. C'est marrant que tu l'évoques. Contre l'Égypte, on était tous pour le Sénégal, j'ai l'impression. Ouais. Alors peut-être parce que j'ai beaucoup de potes marocains et qu'ils étaient dégoûtés du coup de l'élimination marocaine, mais aussi parce que le Sénégal a bien joué toute la compétition et à ce truc où ils ont gagné les cœurs entre guillemets par leur performance. On a cité Sadio Mané du coup, mais il faut également citer Nampalys Mendy. T'as des joueurs comme Diallo, Koulibaly, Gueye qui ont fait une compétition exceptionnelle. Un sacré effectif. Il y a je sais pas si Thiam il a joué, mais il me semble que Thiam était nancéen à l'ancienne également. On a 6 le nancéen du coup et voilà, du coup Sénégal pour moi qui fait un très beau gagnant, qui contribue à cette montée en puissance de la Coupe d'Afrique des Nations et à cette bonne médiatisation. Et Sadio Mané, je pense que on l'a vu, il était très ému d'avoir gagné un trophée avec son pays, c'est magnifique pour lui et ça le conforte encore un peu plus dans les meilleurs joueurs du monde, avec Mohamed Salah également. En tout cas, c'était une magnifique compétition et ça m'a fait plaisir d'en faire un bilan. On va se retrouver juste dans un instant pour parler de ce qui va arriver. Ça, c'était ce qui s'était passé avec la Coupe d'Afrique et Samir, on va avoir un gros rendez-vous dans la Ligue des Champions là, dans 2-3 jours, on en parle dans un instant. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et après avoir parlé de la Coupe d'Afrique des Nations, il est temps de parler d'une autre compétition, à savoir la Ligue des Champions qui va réouvrir ses portes dans 3 jours. On est le 11 février, donc ça rouvre le 14, le jour de la Saint-Valentin. Samir, en bon fan de foot, je pense que la Saint-Valentin, tu la passes devant l'écran. Ah, clairement, frère. Pas de Saint-Valentin ici. Pas de Saint-Valentin ici, on regarde les matchs de Ligue des Champions. Et donc, du coup, sur ces matchs de Ligue des Champions, je vais juste vous citer les 8e de finale. Donc, on a Salzbourg qui va retrouver le Bayern de Munich, Sporting contre Manchester City, Benfica contre l'Ajax, Chelsea qui va affronter Lille. Donc, on espère que Lille arrivera à faire quelque chose face à Chelsea. L'Atlético Manchester, Cristiano qui va du coup retourner au Wanda Metropolitano et humilier à mon avis l'Atlético, on verra ça. Villarreal contre la Juve, je sais que t'es un supporter de la Juve, donc on va voir ce que fera la Juve. Et Inter Liverpool, un gros affrontement, mais on va se concentrer, se focus bien évidemment sur le main event de ces 8e de finale, à savoir PSG Real. Ils se retrouvent une nouvelle fois. Donne-moi ton regard sur cette confrontation qui va arriver très vite là. Je pense que la confrontation elle va être très serrée parce que quand tu penses ces deux grosses équipes, le PSG avec un effectif Mbappé, Neymar, Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum, Verratti, tu peux tous les faire. Franchement, je pense que ça va être très serré. Je vois pas vraiment qui va passer entre les deux parce que je pense que les deux équipes se valent malgré l'effectif du PSG. Je pense que sur les matchs, on voit qu'ils sont pas exceptionnels. Donc alors que le Real, au contraire, je trouve qu'ils sont sur une très bonne forme. Donc je saurais pas trop qui va passer entre les deux. Je pense qu'on est tous influencés par l'armada en fait du PSG. Sur le papier, ils ont une telle armada que tu te dis tu peux pas mettre gagnant quelqu'un d'autre. Alors qu'en réalité, sur le jeu, si on se concentre uniquement sur le jeu, le Real a montré des signes bien plus encourageants que le PSG en ce début de saison. Carlo Ancelotti met vraiment un système en place avec des joueurs qui se trouvent bien et d'autant plus aussi j'ai envie de parler de l'expérience du Real Madrid qui a l'habitude de ces grands rendez-vous. Un milieu Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos qui a déjà remporté cette compétition un nombre incalculable de fois. Karim Benzema également, donc on espère que Karim Benzema sera de retour de blessure, mais l'effectif du Real est également paré et certainement moins brillant et moins reluisant, mais totalement paré pour ce genre de rencontre. Moi, bien évidemment, les joueurs que je vais attendre le plus, c'est Lionel Messi. Pareil, Lionel Messi, il faut qu'il fasse vraiment un gros match. Lionel Messi, il faut qu'il fasse un gros match. Il a été, pour le moment, saison en dents de scie, même j'ai envie de dire plutôt mauvaise saison. Il a marqué 5 buts en Ligue des Champions, donc ça c'est plutôt très très correct. Il a fait des bons matchs en Ligue des Champions, mais un seul but en Ligue 1, ça c'est catastrophique. Et à chaque fois qu'on le voit sur le terrain, il manifeste pas un truc où tu te dis qu'il est dans une bonne saison. C'est sûr que il donne pas, on dirait qu'il se donne pas vraiment sur le terrain. C'est bizarre de voir Lionel Messi dans cet état. C'est extrêmement bizarre. J'espère que du coup là ça va lui rappeler des souvenirs de faire face à son ancienne équipe rivale, le Real Madrid. Donc le Real Madrid se déplace au Parc des Princes à Paris le 14 février. Le retour a lieu 3 semaines après. En tout cas, ce sera une confrontation qu'on suivra de près bien évidemment et on fera des débriefs. J'ai aussi envie de voir Sergio Ramos du coup qui va accueillir son ancienne équipe. Ancien club, tu vois ça comment? Ça te fait pas bizarre de voir Sergio Ramos accueillir
ça va faire très bizarre de voir Sergio Ramos déjà avec une autre tenue, mais en plus en train d'affronter le Real. C'est sûr que ça fait très bizarre. C'est un crève-cœur, moi je trouve, et en tant que supporter madrilène, c'est vraiment un crève-cœur et ça fait vraiment bizarre. On suivra aussi Mbappé et Neymar, bien évidemment, et Karim Benzema et tous les gros noms. En tout cas, ce sera très intéressant. C'est le main event de Ligue des Champions et ça arrive le 14 février. J'espère que vous serez tous au rendez-vous, chers auditeurs, et que vous regarderez ce match avec votre petite copine juste après votre restaurant. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette émission avec vous. C'était un plaisir de t'accueillir, Samir, dans la Maison des Sports. C'était un plaisir. À bientôt l'équipe pour parler de sport à nouveau pendant 1 heure. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org